tout le monde. Monsieur le proviseur, merci de nous avoir permis donc, de recevoir Alain Badiou ce soir. Merci pour tous ceux qui sont là, les élèves et puis les auditeurs. Et nous sommes honorés, Alain Badiou et moi, donc, de votre présence. Ce soir, donc, nous accueillons, donc, nous recevons Alain Badiou et la causerie portera sur, comme ça a été formulé et affiché, donc tentation, violence et bonheur dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, je peux donc sans transition passer la parole à Alain Badiou. Voilà. Bon, ben je vais prendre les choses d'assez loin, et même de très loin. Parce que je vais prendre mon départ dans un épisode de l'histoire de la philosophie que beaucoup d'entre vous connaissent. Vous savez que notre père général est Socrate, là, il y a tout de même assez longtemps, et vous savez sans doute que ce père de tous les philosophes a été condamné à mort sous le chef d'accusation de corruption de la jeunesse. Alors, nous sommes dans un lycée. La possibilité d'y corrompre la jeunesse est une chose bien possible, praticable. Et si je me demande ce que je dois faire, si j'ose marcher dans les traces de Socrate, je pourrais dire que je suis ici pour vous corrompre. Reste à savoir ce que corrompre veut dire, hein, parce que ça a bien des sens. Et finalement, comme lui, si je pense à Socrate, je me dis que cette idée de corruption de la pensée des jeunes, c'est par le moyen de l'exposé public, de la discussion, comme a toujours fait Socrate dans les rues de la ville, c'est chercher trois choses, je crois. Premièrement, résister aux tentations malfaisantes. Deuxièmement, ne pas prendre le chemin des violences. Et troisièmement, apprendre ce que, dans notre monde, peut bien être le bonheur, d'où mon titre, Tentation, violence et bonheur dans le monde contemporain. Alors, commençons. Que voulaient dire exactement les juges, hein, c'est une vraie question, quand ils ont condamné Socrate à mort sous le chef d'accusation de corruption, plus précisément d'ailleurs de corruption de la jeunesse. Alors, c'est sûrement pas corruption en un sens lié à l'argent, comme les affaires de corruption dont on parle souvent dans les médias, pour ici et pour ailleurs. Il faut rappeler au contraire que Socrate faisait à ses rivaux, qu'on appelait les sophistes, le reproche de se faire payer, justement. Alors lui, si je puis dire, Socrate, il corrompait la jeunesse gratuitement. Ça, c'est un premier point. Alors, deuxièmement, c'est pas non plus de corruption morale qu'il s'agit. Encore moins ces affaires plus ou moins sexuelles dont on parle de temps en temps dans les journaux. Au contraire, Socrate a inventé, en tout cas c'est ce que nous dit son élève le plus fameux, hein, Platon, Socrate a inventé une conception particulièrement sublime de l'amour. L'amour est, en définitive, pour lui, la création d'une nouvelle pensée, ce qui n'élimine pas le désir sexuel, pas du tout, mais qui devient, finalement, ce qu'on pourrait appeler l'amour sexué-pensé. Sexué-pensé. Et cet amour sexué-pensé, c'est une composante de la construction de soi-même. Une construction de soi-même qui oblige à l'amour. Parce que Platon est le philosophe qui a dit que celui qui ne sait pas aimer ne peut pas non plus savoir philosopher. Donc il a établi un lien fondamental entre amour et philosophie. Donc c'est ni l'argent, ni la corruption sexuelle, alors c'est quoi ? La corruption de la jeunesse par un philosophe, ce n'est pas non plus une question de pouvoir. Parce qu'il y a précisément chez Socrate
de façon tout à fait explicite une dénonciation du caractère corrupteur du pouvoir. Vous voyez que cette question du caractère corrupteur du pouvoir est une question tout à fait contemporaine. Socrate soutient que c'est le pouvoir qui corrompt, et pas le philosophe, justement. Ce que le philosophe peut apporter à la politique, c'est pas du tout la volonté de puissance et le pouvoir, mais au contraire le désintéressement. S'il y a une idée qui est présente chez Socrate, c'est l'idée que la politique, en tout cas, doit être désintéressée. C'est-à-dire ne doit pas s'appuyer sur les intérêts des uns ou des autres. On pourrait lire sur ce point un passage important de la République de Platon, où Platon décrit comment, tant que la politique est dans la rivalité pour le pouvoir, précisément, elle est nécessairement une fausse politique, une politique égarée ou une politique corrompue. Et donc il y a chez lui une critique absolument radicale de la corruption, au sens de la corruption par le pouvoir. Et il dit, au fond, on ne devrait mettre au pouvoir que des gens qui savent qu'il y a quelque chose de mieux que le pouvoir. Parce que ceux qui pensent qu'il n'y a rien de mieux que le pouvoir, eh bien, ils vont être corrompus par le pouvoir. Ils vont avoir qu'une seule idée, rester au pouvoir. Et donc, il faudrait sélectionner les gens, non pas du tout, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut dire, parce qu'ils ont un appétit d'être au pouvoir, mais il faudrait les sélectionner, au contraire, parce qu'ils n'ont pas tellement envie d'y être, parce qu'ils savent qu'il y a des choses plus importantes que le pouvoir. Alors évidemment, les jeunes qui entourent Socrate lui demandent « Ah oui, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est qui est plus important pour le pouvoir ?» Et il répond « Eh bien, ce qu'il y a d'important, c'est de savoir ce que c'est que la vraie vie. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie vie ?» Et les jeunes disent « la vraie vie, qu'est-ce que c'est ?» Eh bien voilà, la philosophie, son thème, son objectif, son enjeu, c'est qu'est-ce que c'est que la vraie vie. Au fond, c'est l'unique question réellement intéressante et importante du philosophe. Si ce n'est pas simplement pour passer les examens, finalement, si ça importe vraiment la philosophie, c'est parce que ça doit indiquer qu'est-ce que c'est qu'une vraie vie, une bonne vie, une vie qui vaille la peine. Une vie qui vaille la peine d'être vécue. La vraie vie, c'est pour nous une expression du poète Rimbaud. C'est une expression poétique, la vraie vie. Ça, c'est le vrai poète de la jeunesse, Rimbaud. C'est quelqu'un qui a fait sa pensée, sa poésie, à partir d'une expérience totale, très rapide, très violente, de la vie qui commence. Et c'est lui qui, dans un moment de désespoir, écrit de façon déchirante « La vraie vie est absente ». La vraie vie est absente. Voilà ce à quoi peut avoir affaire le philosophe, à celui qui dit « la vraie vie est absente ». Ce que la philosophie essaie de nous enseigner, c'est que si la vraie vie n'est pas toujours présente, elle n'est jamais non plus complètement absente. La philosophie suppose qu'on puisse trouver la vraie vie. Et le philosophe, au fond, s'il corrompt la jeunesse, c'est parce qu'il tente de lui montrer qu'il y a une fausse vie. Il y a une fausse vie. Il y a une vie dévastée, qui est, entre autres choses, justement, la vie pratiquée comme lutte féroce pour le pouvoir ou pour l'argent. Et ce qu'elle enseigne, c'est que cette chose-là qui existe, et qui a toujours existé, la vie comme lutte pour la domination, pour le pouvoir, pour l'argent, la vie corrompue réellement, que c'est à elle que le philosophe s'oppose dans la recherche de la vraie vie. Et au fond, ce que nous pouvons retenir de Socrate, et ce que, d'une certaine manière, je répète après tout, c'est qu'il faut lutter pour conquérir la vraie vie. Il faut lutter contre les préjugés, contre les idées reçues,
contre ce que Socrate appelle les opinions dominantes, contre les coutumes injustifiées, contre la sauvagerie de la concurrence entre les humains, et fondamentalement corrompre la jeunesse au sens philosophique de Socrate, ça veut dire tenter de faire que la jeunesse ne rentre pas dans les chemins déjà tracés, qui sont justement tous ces chemins de la concurrence vitale. Que la jeunesse ne soit pas vouée non plus à l'obéissance absolue aux coutumes et aux lois de la cité, qu'elle puisse inventer quelque chose, proposer quelque chose, proposer une autre orientation, justement en ce qui concerne la vraie vie. Alors finalement, voyez-vous, je pense que le point de départ, mon point de départ, mais aussi le point de départ de Socrate, après tout, c'est que la jeunesse, et à travers la jeunesse, finalement, nous tous qui ne pouvons pas faire autre chose que provenir de notre jeunesse, venir de notre jeunesse, quelque âge que nous ayons. La jeunesse a deux ennemis intérieurs, je pense. Elle a deux périls, deux tentations, d'où ce premier mot de cet exposé, tentation. Ce sont deux tentations qui travaillent les jeunesses de tous les temps, en vérité, pas seulement la nôtre. Deux tentations qui poussent les jeunes, très tôt, à s'éloigner de la vraie vie, à perdre le chemin. Deux tentations qui font que beaucoup de jeunes refusent de reconnaître en eux-mêmes la possibilité de la vraie vie. Que beaucoup de jeunes pensent que, finalement, la vraie vie, c'est une invention, c'est une fable. La seule chose qu'il y a, c'est vivre comme on peut, dans la vie comme elle se présente. Ce qui les conduit soit à des renoncements cyniques, soit à des violences absurdes. Alors pourquoi je dis deux tentations ? La première tentation, que nous avons tous connue et que vous connaissez tous, c'est ce qu'on pourrait appeler la passion pour la vie immédiate. L'idée que la vie, après tout, c'est ce qui se passe tout de suite, c'est ce qu'on a sous la main, que c'est ça qu'on peut avoir et que c'est ça le meilleur. La passion pour le jeu, pour le plaisir, pour l'instant, pour une musique, pour une passade, pour un joint de shit, pour un jeu idiot, et ainsi de suite. Alors tout ça existe, et tout ça a toujours existé. Même si le smartphone n'a pas toujours existé, qui est le dépositaire contemporain de nombre de ces choses-là. La vie au smartphone. Mais tout ça a toujours existé. Socrate ne prétend pas, ni le philosophe ne prétend pas nier ou supprimer ces choses-là. Elles sont là, elles existent, dans la figure, justement, d'une tentation obligatoire. Mais quand tout cela s'entasse, quand tout cela est poussé à son comble, quand cette passion organise une vie au jour le jour, une vie suspendue à ce qui se passe, à l'immédiat du temps, et surtout une vie où l'avenir devient invisible, une vie comme resserrée sur son présent, où l'avenir est invisible ou obscur, alors on est finalement conduit quand même à une sorte de nihilisme, à une sorte de conviction selon laquelle rien ne vaut vraiment absolument. Une conception de l'existence sans aucune signification unifiée. Au fond, une vie dépourvue de signification. Et donc incapable de durer comme une vie véritable. Au fond, ce qui est appelé vie, dans cette passion, dans cette tentation, c'est un temps découpé en instants, en moments, plus ou moins bons, plus ou moins mauvais, et finalement avoir le plus possible de moments à peu près acceptables, c'est finalement ça qu'on peut espérer de la vie, et pas mieux.
Alors en définitive, cette tentation éternelle d'une certaine manière et qui revient souvent, elle disloque l'idée de la vie elle-même, en fait. Elle la disperse, elle la transforme en une collection anarchique de moments. Et je pense qu'on peut dire que c'est la raison pour laquelle cette vision de la vie est aussi une vision de la mort. Non pas de la mort en tant que vieille chose qui arrivera un jour, mais de la mort présente de façon permanente en dessous de la vie elle-même. C'est une idée profonde que les anciens philosophes ont très clairement présentée. Lorsque la vie est soumise comme ça à la pulsion immédiate, lorsqu'elle est au fond dans la concurrence organisée entre les jours, les bons jours, les mauvais jours, et il faut passer à travers, la vie s'éparpille, elle ne se reconnaît plus, elle n'est plus liée à une signification solide. Alors si on emploie le langage de Freud et de la psychanalyse, on pourrait dire que cette vision de la vie, cette tentation, c'est quand la pulsion de vie est secrètement habitée par la pulsion de mort. Inconsciemment, la mort saisit la vie en la décomposant, en l'arrachant à la signification. Alors, ce serait là, à mon avis, le premier ennemi intime de la jeunesse, même si elle ne le reconnaît pas comme tel, parce que la jeunesse traverse inévitablement cette expérience. C'est-à-dire qu'être jeune, c'est toujours avoir quelque part l'expérience du conflit intime entre la pulsion de vie et la pulsion de mort, sous la forme précisément de l'obscurité de la signification et l'obscurité de l'avenir. Alors la philosophie a pour but non pas du tout de nier cette expérience, ni même de la juger. Cette expérience qu'on pourrait dire l'expérience vivante de la mort intérieure. Mais elle a pour objectif de la surmonter, ou en tout cas d'aider à la surmonter, à traverser, passer outre. Ça, c'est la première tentation intérieure. Alors, la deuxième tentation intérieure, la deuxième menace, c'est en apparence le contraire. C'est-à-dire la passion pour la réussite. L'idée de devenir quelqu'un de riche, de puissant, de bien installé. Et cela par tous les moyens. L'idée, non pas du tout de se consumer dans la vie immédiate, mais au contraire de trouver une bonne place dans l'ordre social existant. Et alors la vie, ça devient à ce moment-là la somme des ruses pour être bien installé, quitte à se soumettre, mieux que tous les autres, à l'ordre existant afin d'y réussir. Alors ce n'est pas le régime de la satisfaction immédiate, de la jouissance, du temps éclaté, brûlé, c'est le régime du projet bien construit, bien installé. On commence les bonnes études dès la maternelle, on continue dans les meilleurs collèges soigneusement sélectionnés, on essaie d'aller dans les meilleurs lycées, en tout cas ceux qu'on croit être les meilleurs, et puis on continue, si l'on peut, dans cette voie, les grandes écoles, les conseils d'administration, la haute finance, les puissants moyens de communication, les ministères, les chambres de commerce, les start-up cotées des milliards en bourse, et puis finalement, on est dans le sillage de gens comme Steve Jobs ou quelques autres, des milliardaires transcontinentaux. Ça, c'est une autre vision que celle de la satisfaction immédiate de fumer un joint dans un coin. Au fond, je pense que quand on est jeune, et moi-même autant que je m'en souvienne, mais je m'en souviens, quand on est jeune, on est souvent, sans le savoir clairement, en proie à ces deux tentations, mélangées, inextricables. On est divisé par deux possibles orientations de l'existence. Alors ces deux tentations, je les résumerai ainsi. Soit la passion de brûler sa vie, soit la passion de la construire. La brûler, ça veut dire, sous sa forme maximale,
le culte nihiliste de l'immédiat. Ça peut du reste très bien être le culte de la révolte pure, de l'insurrection, de l'insoumission, de la rébellion. Ça peut très bien marcher avec la destruction et la violence. On peut marcher sous la devise « No future ». Et si au contraire, on oriente sa vie vers la plénitude du futur, la réussite, l'argent, la position sociale, le métier rentable, la famille tranquille, les vacances dans les îles du Sud, ça va donner un culte conservateur des pouvoirs existants, puisqu'on va y installer sa vie dans les meilleures conditions possibles. Donc, y compris l'opposition entre le rebelle et l'installé, si vous voulez, renvoie finalement au système de division propre des deux tentations ou des deux positions fondamentales que toute jeunesse traverse. Alors, ce sont deux virtualités toujours présentes dans le simple fait d'être jeune. Et être jeune, ça veut dire avoir à commencer, et donc à orienter son existence, qu'on le veuille ou non. Brûler ou construire, ou les deux, idéalement. Mais les deux, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça voudrait dire construire le feu. Mais le feu brûle, le feu brille, il chauffe, il éclaire des moments d'existence. Mais à la fin des fins, il détruit plus qu'il ne construit. Alors vous voyez, c'est parce qu'il y a ces deux passions contraires qu'il y a des jugements si contraires sur la jeunesse. Et ça depuis longtemps, pas seulement aujourd'hui. Et y compris pour la jeunesse elle-même, des jugements très contraires sur être jeune. D'abord, l'idée que la jeunesse est un moment merveilleux et regretté pour toujours, et l'idée que la jeunesse est un moment terrible de l'existence, qu'il faut traverser avec de grandes difficultés. Ça existe comme sentiment ou comme jugement sur la jeunesse depuis très longtemps. Alors, ces deux versions sont présentes dans la littérature, notamment, depuis toujours. Et s'il y a bien quelque chose qui est le propre de la jeunesse, quel que soit le moment historique, c'est justement cette querelle des passions, avec deux passions fondamentales, le désir d'une vie qui se consume dans sa propre intensité, c'est à l'idée d'une intensité immédiate de l'existence, et le désir d'une vie qu'on bâtit pierre à pierre pour arriver à avoir une maison bien installée dans la cité telle qu'elle est. Alors cette contradiction se retrouve, et elle trouve toute sa force chez nombre d'écrivains, et particulièrement les poètes. Je dirais même qu'il y a toute une partie de la poésie, c'est pour ça qu'elle est importante souvent pour la jeunesse, toute une partie de la poésie qui est consacrée à cette division intime que j'appelle, moi, entre brûler et construire, entre rester et partir aussi, entre être fixe quelque part et être en exil, tout ça. Et alors, elle est, je le retrouve, elle est le thème central de toute l'œuvre de Rimbaud, justement. C'est pour ça que Rimbaud est un peu une Bible pour la jeunesse. Rimbaud est intéressant parce que c'est la jeunesse incarnée en poésie. Or, Rimbaud soutient les deux jugements sur la jeunesse. C'est ça qui est intéressant. Il dit à la fois les deux choses. La jeunesse est une figure merveilleuse et la jeunesse est une figure qu'il faut absolument abandonner au passé. Alors je cite les deux moments littéralement opposés de ce poème en prose autobiographique qui est Une saison en enfer. Oui, parce que pas de philosophie sans poésie, enfin, contrairement à ce que croyait Platon. Alors au tout début d'Une saison en enfer, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez ceci. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Alors, jadis, là, ça concerne le Rimbaud de 17 ans, jugé par le Rimbaud de 20 ans. Vous voyez, c'était jadis, c'est pour lui très loin, c'était le Rimbaud de 17 ans. Alors, il s'agit donc, évidemment, d'une vie consumée à toute allure,
entre 17 et 20 ans, la vie de Rimbaud est consumée, mais qui voit déjà son début du jeune homme de 17 ans, sous le signe de la fête, de l'amour, de l'ivresse, un festin où s'ouvraient tous les cœurs. Et il dira encore vers la fin d'une saison en enfer, comme s'il était un vieillard qui se souvient des beaux jours évanouis, il a 20 ans quand il est devenu ce vieillard, il dit « N'eus-je pas une fois une jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse, à écrire sur des feuilles d'or ?» Parlant du gamin qui est derrière lui. Mais le Rimbaud de ce regret poignant, cette espèce de vieillard nostalgique qui a tout juste 20 ans, qui est déjà dans la nostalgie de sa jeunesse fabuleuse, il est déjà dans l'autre passion. Il est passé dans l'autre passion, celle de la construction raisonnée du retour à la raison constructive. Et il écrit ceci, que je vais vous lire, qui est, entendez-le bien, comme un renoncement à la puissance des élans de la jeunesse, au rapport narcissique à soi-même, à l'immoralité. Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, encore, je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Mais ce n'est pas les mêmes sonorités, même dans l'oreille du poème, ce n'est pas les mêmes sonorités. On est passé à autre chose, la réalité rugueuse à étreindre, le devoir, etc. On est passé dans la passion de la réussite et de la construction. Et tout à la fin, ce motif revient, qui est purement et simplement le renoncement à la poésie elle-même, qui au fond s'alimentait de la fabuleuse vie de la jeunesse et qui ne peut plus s'accommoder du devoir rugueux à étreindre. Vous savez que la conséquence que Rimbaud en tirera, c'est de devenir un commerçant colonial. De devenir un commerçant colonial et d'envoyer de l'argent à sa maman, en grande quantité. Alors, pour faire ça, il faut qu'il renonce à être l'immense poète qu'il a été, et il écrit « Point de cantique, tenir le pas gagné. Dure nuit, le sang séché fume sur ma face, et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbrisseau. Cependant, c'est la veille, recevons tous les influx de vigueur, et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. » Voilà, là c'est l'idée qu'on va s'installer dans l'ardeur et la beauté dans les splendides villes. Alors vous voyez, au début, passion de la vie consumée, héroïsme impatient, poésie et festin. Et à la fin, plus de cantiques, ce qui veut dire plus de poèmes. On se convertit à la nécessité rugueuse du devoir, de la vie bien construite, et ce qu'il faut, c'est la patience, l'ardente patience. Et ça aussi, on pourrait dire, les deux tentations, c'est la tentation de l'impatience, de la vie tout de suite, et de la patience. Parce qu'évidemment, si on veut monter très haut, il va falloir faire de bonnes études, remplir, etc., etc., et un jour, on arrivera à accumuler un trésor. Mais ça, c'est le contraire de l'impatience de la jeunesse. Et Rimbaud parcourt le mouvement entier des deux tentations, le règne absolu de l'immédiat et des jouissances, ou la rugueuse patience du devoir de réussir. Bon, il était un poète errant, et il va devenir un trafiquant colonial. Alors, j'en viens maintenant à une question qu'à vrai dire, je vous pose, au moins autant que je me la pose. Dans quelle balance pouvons-nous peser ce que vaut la jeunesse aujourd'hui, du point de vue de cette description que je vous propose? Puisqu'on sait que les jugements les plus opposés ont été prononcés, qu'est-ce que nous dirions aujourd'hui? Qu'est-ce que nous retiendrions comme résultat d'une pesée des deux termes de la contradiction que constitue toute jeunesse? Vers où s'incline aujourd'hui la balance entre les deux tentations? Alors, je vous dis ce que moi j'en pense. Il y a des traits positifs qui semblent caractériser quand même la jeunesse contemporaine et qui devraient la rendre différente des jeunesses qui l'ont précédée. On peut en effet soutenir que pour plusieurs raisons, les jeunes disposent aujourd'hui d'une marge de manœuvre plus grande qu'autrefois.
aussi bien pour enflammer que pour construire, pour les deux. Pour le dire simplement, il me semble que le trait le plus général de la jeunesse, au moins dans notre monde, le monde qu'on appelle, appelons-le comme tout le monde, l'Occident, les Occidentaux, voilà, le monde abrité, si l'on peut dire. La jeunesse, dans ce monde-là, une caractéristique, c'est qu'elle est, semble-t-il, une jeunesse plus libre. Alors, le deuxième trait que je soulignerais, c'est qu'il y a infiniment moins de valorisation de la vieillesse. Dans les sociétés traditionnelles, la vieillesse est systématiquement valorisée, et naturellement au détriment de la jeunesse qui est priée d'attendre, en particulier d'attendre de devenir vieille. Dans la société traditionnelle, les vieux sont les maîtres, ils sont valorisés en tant que tels, la sagesse est du côté de la longue expérience, du grand âge. Aujourd'hui, cette valorisation a disparu au profit de son contraire, une valorisation de la jeunesse, qui a été appelée le jeunisme, comme passion du monde moderne. Nous avons l'impression aujourd'hui que ce sont les vieux qui veulent rester jeunes à tout prix, plutôt que les jeunes qui aspirent à devenir adultes et encore bien moins à devenir vieux. Alors, le jeunisme, c'est la tendance à se cramponner autant que faire se peut à la jeunesse, à commencer par la jeunesse du corps, au lieu d'assumer comme une supériorité la sagesse de la vieillesse. D'où le fait que rester en forme est l'impératif de celui qui vieillit. Alors jogging, fitness, tennis à tout va, chirurgie esthétique, tout est bon. Il faut être jeune et rester jeune, si on veut être un battant dans la concurrence planétaire. Justement, y compris la volonté de construire, de bâtir, requiert qu'on reste jeune, qu'on se bâtisse soi-même à tout moment un corps éventuellement artificiel, mais jeune quand même. Alors, les vieillards en tenue de sport courent dans les bois en mesurant leur tension artérielle, comme vous savez. Et du coup, il y a un grave problème pour qui vieillit, parce que même s'il a bien couru dans les bois, il va mourir un jour. Et même vieillir un jour. C'est une autre question. Alors, il y a peut-être aussi... Mais enfin, tout ça travaille en faveur d'une idéologie de la jeunesse, au moins. Être jeune, c'est être bien, c'est bien. Même si on regarde de près, finalement, c'est plutôt les vieux restés jeunes qui commandent, quoi. Plutôt que les jeunes, les vrais jeunes. Donc, on a l'impression d'être commandé par des vieux qui se sont mis un masque de jeune sur la figure, de manière à en imposer à tout le monde. Mais vous voyez que autrefois, ce serait plutôt un jeune qui se serait mis un masque de vieillard sur la figure pour en imposer. On a changé les masques, en tout cas. On a changé les masques. Ce qui, malgré tout, travaille peut-être pour la jeunesse. Il y a peut-être aussi, en apparence, moins de différenciation interne dans la jeunesse. Alors, n'ayons pas peur des mots, de différence de classe. Sur ce point, on ne peut pas remonter très loin pour donner des arguments. Dans ma jeunesse, et certes, c'est loin, enfin pas si loin que ça à la fin des fins, dirais-je pour rester jeune moi-même. Sur ce point, dans ma jeunesse, à peu près 10% d'une classe d'âge passait le bac. 10%. Dans ma jeunesse, donc hier. Et vous voyez que maintenant, en l'espace de quelques décennies, c'est devenu 60% ou plus. On peut dire que dans ma jeunesse, un véritable abîme scolaire nous séparait des jeunes qui n'avaient pas passé le bac, et qui étaient l'écrasante majorité. Les jeunes qui n'avaient pas fait d'études secondaires du tout. Les jeunes qui, pour les études, s'arrêtaient à 11 ou 12 ans, ce qu'on appelait le certificat d'études. Ce qui voulait dire qu'on savait lire et écrire, qu'on savait compter, qu'on pouvait donc devenir ouvrier, voire même ouvrier qualifié dans les grandes villes. Et vous voyez, c'était quand même une coupure franche, instituée, reconnue, entre 10% de la population, donc une élite, véritablement, et la grande masse. Au fond, c'était comme s'il y avait, de façon reconnue, j'insiste, deux sociétés dans la société. En tout cas, deux jeunesses. La jeunesse de ceux qui faisaient des études longues formait un autre monde que la jeunesse de ceux qui n'en faisaient pas et qui étaient majoritaires de façon écrasante. Alors, au vu de tout cela, on pourrait dire finalement, ce
n'est pas si mal d'être jeune aujourd'hui. À conclusion modérée et positive. C'est pas si mal. C'est plutôt une chance. C'était moins bien avant. C'était plus une contrainte. On pourrait dire que les traits de la jeunesse d'aujourd'hui sont largement ceux d'une liberté neuve. Et que donc, vous avez de la chance d'être jeune et que la malchance c'est d'être vieux. Donc le vent a tourné. Je voudrais soutenir que ce n'est pas si simple. Voilà. D'abord parce que la vie dans notre monde, comme vous le savez, ce qui est devenu la vie, c'est largement la possibilité d'acheter. La forme dans laquelle se donne le rapport des gens au monde est dominée et structurée par ce qu'il leur est possible d'acheter ou non. Et ça va depuis le logement, la nourriture, les vêtements, donc les biens essentiels, jusqu'à des tas d'autres choses. Alors finalement, d'acheter quoi? En dehors ou au-delà de ce qui est requis pour la survie. Alors je soutiendrai que la vie est structurée aujourd'hui autour de la possibilité d'acheter des jouets. Pour tout le monde. De gros jouets. Des choses qui nous plaisent et qui en imposent aux autres. Et la société contemporaine nous ordonne, si nous en avons les moyens, d'acheter ces choses et de souhaiter pouvoir en acheter le plus possible. C'est ça qui fait tourner la machine. Si nous avions tout d'un coup une grève de ce sentiment comme sentiment nécessaire, la machine dans laquelle nous vivons serait aux abois. Il faut qu'elle vende à tout prix le système des jouets qu'à tout moment elle disperse sur le marché et qui qualifie d'une certaine manière ce que c'est qu'une société avancée. Or, l'idée d'acheter des choses, de jouer avec des choses nouvelles, des voitures nouvelles, des chaussures de marque, des télévisions à très grand écran, des appartements exposés au sud, des smartphones plaqués or, des vacances en Croatie, de vrais tapis iraniens, ce que vous voulez. Ben, tout ça, à la fin des fins, c'est quand même caractéristique des désirs capricieux de l'enfance ou de l'adolescence. Quand cela devient aussi quelque chose qui fonctionne de façon nécessaire au niveau des adultes, la barrière entre le fait d'être jeune et celui d'être adulte devient peu discernable. Il y a entre la vie du jeune et la vie de l'adulte, sur ce domaine fondamental de l'acquisition désirante des objets, une sorte de ce que j'appellerais une continuité molle. Finalement, l'adulte devient celui qui a un peu plus de moyens pour acheter de gros jouets que n'en a le jeune. Ou le jeune est celui qui dépend de l'adulte pour acheter ses jouets. Jusque quelquefois une âge avancé, parce que vous savez qu'une caractéristique de nos sociétés, c'est que les jeunes restent très longtemps chez leurs parents. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les jeunes vieillissent ou parce que les parents rajeunissent, c'est comme ça. La différence devient finalement plus quantitative que qualitative. La force financière de l'adulte l'emporte. Parce que, d'une large manière, surtout chez les jeunes qui sont avancés dans la vie, qui ont fait des études, qui ont 18, 20 ans, en réalité, c'est l'argent qui fait la différence. En réalité, c'est l'argent. Et on sait très bien que les études montrent que ce qui caractérise nos sociétés, c'est que c'est les vieux qui ont l'argent. Et c'est aussi pour ça qu'ils essaient de rester jeunes pour continuer le plus longtemps possible à l'avoir. Et donc, entre l'adolescence des jeunes et la soumission des adultes à la règle de l'achat, nous avons comme résultat très frappant, et que tout le monde reconnaît, ce que j'appellerais une sorte d'errance de la jeunesse. Une sorte d'errance de la jeunesse au point que la question de savoir jusqu'à quel âge on est jeune est devenue absolument trouble. Avant, il y avait des règles fixes. On était jeune jusqu'au moment du service militaire, après on était vieux. Aujourd'hui, on est jeune autant qu'on le décide, d'une certaine manière. Autant qu'on le décide. Surtout quand on sait que les vieux eux-mêmes cherchent à rester jeunes. Et c'est pour ça que j'appelle la jeunesse une identité, une qualité d'être errante, non définie, non bornée, ni au niveau des désirs, ni au niveau des situations.
Quand il y avait une forte barrière entre les jeunes et les adultes, c'était oppressif pour les jeunes, largement, mais la jeunesse était fixe. Elle était moins libre, mais elle était clairement définie. Alors maintenant, elle est errante, elle ne connaît pas ses frontières, ses barrières temporelles, existentielles. Elle est en commutation avec l'âge adulte, d'une certaine manière. Et cette errance est ce que j'appellerais aussi une désorientation. Voilà pour le premier argument sur le fait que c'est mieux d'être jeune aujourd'hui. Oui, mais c'est le mieux dans une sorte d'errance de ce que c'est d'être jeune, justement. Alors que dire du deuxième argument en faveur de la jeunesse, à savoir le fait qu'il n'y ait plus de valorisation de la vieillesse? Et moi je dirais que ça a considérablement renforcé un autre aspect, qui est la peur de la jeunesse. Nos sociétés qui accompagnent comme son nombre sa valorisation exclusive. D'une part, on valorise absolument la jeunesse, mais d'autre part, comme la jeunesse est errante, on ne sait pas très bien ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, ni même ce qu'elle est, et donc on en a sourdement peur. Cette peur de la jeunesse, et notamment la peur de la jeunesse populaire, est très caractéristique de nos sociétés. Et cette peur n'a plus aucun contrepoids. Parce qu'autrefois, il y avait une peur de la jeunesse parce que la vieillesse, la sagesse transmise des vieux devait contenir la jeunesse, la maîtriser, lui imposer des barrières, des identifications, des plans d'épreuve. Ce qu'on appelait les initiations dans les sociétés archaïques. On initiait le jeune et il devenait adulte. On a peur de la jeunesse aujourd'hui parce qu'on a peur de son errance, de son indétermination temporelle, existentielle, mais finalement aussi d'une certaine indétermination de son être de classe. On a peur de la jeunesse parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est, on ne sait pas ce qu'elle peut être, encore moins, et aussi parce qu'elle est finalement interne au monde adulte lui-même, en même temps que pas tout à fait interne, elle est autre sans être autre, ce qui a toujours dérangé les esprits. Voyons maintenant le troisième argument, c'est-à-dire le moindre écart culturel, scolaire qu'il y a 50 ans, manifesté par le baccalauréat, je fais ça comme exemple, entre jeunesse, disons, bourgeoise et jeunesse populaire. Alors il faut bien voir que d'autres différenciations se sont creusées, par contre. Elles ne sont pas strictement de classe au sens ancien, mais elles peuvent être de provenance, d'identité, de nationalité des parents, de tenue, de résidence, de religion. Petit à petit, une sorte d'abîme s'ouvre à l'intérieur de la jeunesse apparemment unifiée. Petit à petit s'installe l'idée qu'à l'intérieur de ce même monde de la jeunesse, qui déjà est errant, il y a peut-être des différences graves, insurmontables, obscures, voire violentes. On a vu dans certains cas les manifestations étudiantes être tout à fait séparées des brutales révoltes des jeunes des cités, comme s'il y avait deux mondes dont les explosions n'étaient pas les mêmes, ne fusionnaient pas. Au fond, bien que formellement niées au niveau scolaire, au moins de ces deux premiers degrés, le primaire et le secondaire, la division de la jeunesse est reconstituée dans une sorte d'errance et de soupçon. À cet égard, c'est un peu une parenthèse, je vous proposerai une idée militante. Je pense qu'il serait très juste d'organiser une vaste manifestation pour une alliance contemporaine des jeunes et des vieux, qui serait dirigée contre les adultes. C'est-à-dire, on prendrait les plus rebelles des moins de 30 ans et les plus coriaces des plus de 60, contre les quadras et les quinquas bien installés. Et les jeunes diraient qu'ils en ont assez d'être errants, désorientés et interminablement dépourvus de toute marque de leur existence positive et interminablement sans savoir ce qu'ils vont devenir. Ils diraient aussi qu'il n'est pas bon que les adultes fassent semblant d'être éternellement jeunes, que c'est un problème pour les jeunes eux-mêmes, finalement, qui fait retour sur la jeunesse avec son errance et son indistinction. Les vieux diraient qu'ils en ont assez de payer leur dévalorisation, leur sortie de l'image traditionnelle du vieux sage, par ce qui est souvent, il faut bien dire, une mise à la casse, une mise à la porte des entreprises
à dépasser la cinquantaine, une sortie de l'image de respect qu'il y avait dans les familles et une déportation dans des mouroirs spécialisés. On pourrait aussi dire que leur totale absence de visibilité sociale et de prestige social mérite d'être reconsidérée. Et donc, vous voyez, il y a des facteurs d'alliance centrés sur le statut équivoque accordé à la jeunesse, sur tous ses bords, et ce serait très nouveau, c'est très important, cette manifestation mixte, pas très, très originale, la manifestation commune des jeunes et des vieux pour lutter contre les idéologies dominantes quant à ce qu'est l'âge, justement, quant à ce que c'est d'être jeune. On pourrait manifester au grand cri de « nous voulons avoir tout simplement notre âge ». Ce qui n'est pas le cas dans la société. Nous voulons avoir tranquillement notre âge. Bon, alors en attendant cette glorieuse manifestation, je dirais en tout cas que les jeunes sont au seuil d'un nouveau monde. Ça, c'est sûr. Et je voudrais expliquer pourquoi. Un monde qui ne sera plus le monde de la tradition. Je l'appelle comme ça. C'est-à-dire un monde quand même multimillénaire. Ce ne sera plus le monde des règles strictes de division entre les jeunes et les adultes, de hiérarchie au sommet desquelles est le vieillard respecté, les sociétés dominées par les impératifs religieux, les moralités strictes, l'infériorité des femmes, tout ce que vous voulez. Cette tradition, nous voulons en sortir et nous sommes en train, au moins dans le monde qui est le nôtre, d'en sortir. Et vous êtes au moment de cette sortie qui pose au monde entier, on le sait, des problèmes majeurs, et y compris qui crée de ci, de là des réactions, des violences fascisantes, horribles, obscurantistes, etc. Et vous êtes au moment donc d'une crise des sociétés. Et même ce que je vous ai décrit là comme étant l'errance de la jeunesse fait partie de cette crise des sociétés. Vous êtes au moment où le monde essaie de secouer et de détruire les derniers restes de la tradition. Et cette destruction, cette négation, nous n'en connaissons pas vraiment encore le versant réellement positif. Nous voyons très bien comment il faut nier tous les aspects obscurs et négatifs de la tradition, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui, positivement, affirmativement, glorieusement, si je puis dire, les remplace. Nous savons que tout cela ouvre à une liberté, c'est le grand mot, mais cette liberté, pour l'instant, est définie négativement par l'absence de vieux interdits et de vieilles hiérarchies. C'est une liberté négative, consumériste, c'est-à-dire vouée quand même à l'autorité du marché, vouée à la variabilité incessante des produits, des modes et des opinions. Et à mon sens, elle ne fut aucune orientation vers ce que pourrait être justement l'idée d'une vraie vie, par contre. Et en même temps, elle crée du côté des jeunes une errance, une crainte, dont on ne sait pas comment la société viendra à bout, parce que finalement, on ne lui oppose que la fausse vie de la concurrence et de la réussite, qui accepte que concurrence et réussite soient finalement les normes sociales absolument dominantes. Alors, ce que pourrait être une liberté créatrice, variée, affirmative, c'est ça qui sera la tâche du nouveau monde qui va venir, et donc la tâche de la jeunesse. Alors, nous avons tous à traiter une grande question qui est bien au-delà des circonstances particulières dans lesquelles nous sommes. La modernité, c'est la sortie de la tradition. Et c'est tout juste un début. Parce que la tradition, si on la définit au niveau précisément de ce que sont jeunesse, vieillesse, hiérarchie, etc., elle est, je le répète, multimillénaire. Tandis que cette modernité, c'est hier. Historiquement, c'est hier. Donc on est en train de... C'est la fin du vieux monde, en effet. Le monde des castes, des noblesses, des monarques héréditaires, de l'obligation religieuse, des initiations de la jeunesse, de la soumission des femmes, de la séparation rigide, formalisée, officielle, symboliquement très puissante entre le petit nombre des puissants et la masse paysanne, ouvrière, nomade.
c'est un mouvement sur lequel rien en réalité ne pourra revenir, sinon une catastrophe qui détruirait l'humanité tout entière. Mais rien ne pourra y revenir. C'est un mouvement amorcé en Occident dès la Renaissance, en réalité, donc il y a quelques siècles, ce qui n'est pas très vieux, mais qui n'est pas non plus absolument hier, qui a été consolidé au XVIIIe siècle par le mouvement des Lumières, et qui a été matérialisé depuis qu'il s'est inscrit dans le progrès inouï des techniques de production, le perfectionnement des moyens de calcul, de circulation, de communication, et puis qui, dès le XIXe siècle, a été soumis au combat politique qui gravite autour de la question du capitalisme en voie de mondialisation. Et cela porte toujours, précisément, sur la forme, les conséquences de la modernité, vue comme une sortie de la tradition. Alors, peut-être le point le plus frappant, en tout cas pour moi, et en tout cas ce qui doit nous retenir ici, c'est que cette sortie du monde de la tradition, cette tornade véritable sur l'humanité millénaire, dans les ordres qu'elle avait construits et maintenus, tornade qui en à peine 3 siècles balaie des formes d'organisation qui duraient depuis toujours, il ne faut pas s'étonner qu'elle crée une crise subjective dont nous percevons aujourd'hui les causes, l'étendue, les violences, et dont un des aspects, je pense, les plus voyants chez nous est l'extrême et grandissante difficulté pour la jeunesse de se situer dans ce nouveau monde, de s'y situer positivement quant à ce qu'elle a à y faire, quant à ce qu'on attend d'elle, et non pas seulement quant aux libertés négatives dans lesquelles elle peut prospérer tant qu'elle veut. Et cela parce que le nouveau monde, maintenant, à échelle mondiale, c'est le monde de la marchandise et de l'argent. Alors, au regard de cette situation, on est à la fois dans une sortie extrêmement brutale, en quelques siècles, d'un héritage millénaire, mais en même temps, ceci est plombé, d'une certaine manière, par une structure dominante nouvelle, à l'intérieur de laquelle il y a toutes les libertés qu'on veut, qui est quand même, à échelle mondiale, le monde de la marchandise et de l'argent comme structure objective persistante. Alors, que se passe-t-il au niveau subjectif, au niveau social dans cette situation ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce que nous ressentons ? Quels sont les effets de la destruction du vieux monde des traditions au profit de l'élan de la production, des échanges et du marché ? Alors, je voudrais rappeler ici que Marx en a donné dès 1848, c'est-à-dire au début de cette affaire, une description tout à fait étonnante, parce qu'elle paraît plus vraie aujourd'hui qu'à l'époque. C'est ça qui m'étonne à chaque fois que je la lis, c'est dans le manifeste. Je vous lis ce vieux texte. Vous allez voir qu'il décrit avec une certaine faveur la destruction du monde de la tradition. Il est pour cette sortie violente. Partout où la bourgeoisie a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques, tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que le froid intérêt, les dures exigences du paiement au comptant, la dette, la question dominante aujourd'hui. Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange. Elle a substitué aux nombreuses libertés l'unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l'exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, libre, directe, brutale. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités jusque-là vénérables et qu'on considérait avec un saint respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait des salariés à ses gages. La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de famille et les a réduites à n'être que de simples rapports d'argent. Tous les rapports sociaux figés, couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d'idées antiques et vénérables, se dissolvent. Ceux qui les remplacent vieillissent
avant d'avoir pu s'ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés enfin d'envisager leurs conditions d'existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés. Une formidable description de ce qu'est une sortie négative de la tradition. Alors, au fond, ce que nous dit Marx, c'est qu'on est sorti du monde hiérarchisé, symbolique, codé de la tradition millénaire pour entrer dans un monde désacralisé, désenchanté, dans lequel ne régissent que les rapports objectifs de puissance monétaire et les lois générales de la production. Alors là, c'est là que se dessinent à échelle planétaire, cette fois, deux nouvelles tentations. Une nouvelle division, si vous voulez, de la subjectivité. Parce qu'au fond, il y a deux types de visions et de possibilités de cette situation nouvelle. La première, c'est l'apologie illimitée du capitalisme et de ses libertés. Libertés qui sont en même temps structurées par la neutralité de la détermination marchande. Alors j'appellerais cette vision des choses qui consiste à dire que ce monde est si libre, si délivré au fond des anciennes traditions, que nous devons le considérer comme le meilleur. Nous devons absolument le considérer comme le meilleur, quitte à accepter avec lui, avec la liberté qu'il nous procure, la domination en réalité des valeurs monétaires, marchandes, et la comparution de toutes choses devant le marché mondial. Alors j'appellerais ça le désir d'Occident. C'est-à-dire le désir d'être dans le monde où nous-mêmes nous sommes, et qui est un désir très puissant dans les régions du monde qui ne sont pas encore dans cet état des choses. C'est pour ça que nous avons des gens qui viennent ici par millions. Ils viennent par millions parce qu'ils ne peuvent plus supporter d'être chez eux, pour des tas de raisons tout à fait réelles, et qu'ils voient tous les jours, à la télévision, à les moyens, qu'il y a un autre monde quelque part, qui est un monde où s'est installée une liberté neuve, et d'une part, et un autre monde où apparemment on peut survivre aisément. Et donc, ce désir d'Occident travaille notre planète, et en particulier une bonne partie de sa jeunesse, de la jeunesse mondiale, comme la seule issue pour sortir enfin des débris du monde de tradition qui subsistent encore dans les pays les plus délaissés, les plus pauvres et les moins transformés. Et donc nous sommes et nous serons dans une période, tant que cette situation durera, nous sommes dans une période où le désir d'Occident organise des migrations gigantesques par millions de gens. Ce sont déjà des millions et des millions qui sont venus et d'autres millions qui viendront, tant que d'une certaine manière cette figure du monde, à savoir la liberté occidentale dans la prospérité capitaliste, brillera aux yeux de gens qui, par millions, sont démunis, délaissés, et de surcroît encore sous l'étreinte de la tradition. Donc ça, c'est le désir occidental. Il y a une autre voie qui est tout simplement, qu'on peut prévoir, le désir violent, réactif et éventuellement mortifère du retour à la tradition. C'est-à-dire de nier ce mouvement qui a constitué la norme occidentale contemporaine et de dire non, ce qu'il faut maintenant, c'est restaurer la tradition. Nous constatons les dégâts géants que fait finalement cette liberté tant chérie, le caractère d'une façon désorienté et purement marchand du désir d'Occident, et donc il faut revenir aux symboliques traditionnelles, c'est-à-dire à la symbolique hiérarchique et différentielle. Alors ce désir est très souvent couvert par un récit religieux, mais ce n'est pas simplement l'islam, hein, c'est aussi les sectes protestantes aux États-Unis, l'islamisme réactif au Moyen-Orient, c'est aussi l'intégrisme religieux catholique dans nos pays. C'est un mouvement général, c'est un mouvement qu'on peut appeler le mouvement réactif au regard de la sortie de la tradition. Sa faiblesse, y compris quand vous dites « vive les Français de souche »,« ah bah les autres », etc., tout ça c'est de la même farine, c'est les gens désespérés par le fait que la tradition, le monde de la tradition, le monde millénaire de la tradition est en train
de partir largement en morceaux, en effet, spécialement en Occident. Mais quand vous dites tout ça, y compris jusqu'au racisme pur et simple, l'islamophobie coloniale, ou même à la fin, ça peut aller jusqu'à l'atomisme individuel. Hein. C'est-à-dire, vive moi, abat tous les autres. Qui est une tentation aussi du monde contemporain, vive moi, abat tous les autres. Ça vaut pas tellement mieux que de dire vive les Européens, abat les Arabes, etc. C'est l'ultime variante de la réaction individuée pour trouver un ordre quel qu'il soit, y compris l'ordre dans lequel soi-même serait la valeur suprême. Alors, moi, je tiens que ces deux orientations sont des impasses extrêmement dangereuses, et c'est ce qui va me conduire vers ma conclusion. Ces deux voies sont des impasses extrêmement dangereuses, c'est-à-dire ce sont des tentations dangereuses, ce sont des violences prévisibles, et je crois que leur combat, leur contradiction entre les défenseurs acharnés du désir d'Occident qui valorise l'Occident tel qu'il est, à savoir le mélange, la mixture des libertés et de l'anarchie du marché, et d'autre part la voie évidemment réactive de la restauration des traditions. Ceci dessine quelque chose qui apparaît comme une contradiction très importante du monde contemporain, mais je pense que c'est cette contradiction elle-même qui est le péril. Si nous nous engageons dans cette contradiction, nous allons en réalité participer à l'engagement de l'humanité dans un cycle de guerre sans fin. Un cycle de guerre sans fin, interne au monde occidental lui-même et à ses rivalités grandissantes et à son désordre grandissant, et évidemment externe, sur l'arrière-plan, en réalité, en plus de catastrophiques et incontrôlables migrations humaines colossales dans l'espace de la planète tout entière. Parce que nous devions, comme toujours, lui substituer la contradiction véritable. La contradiction véritable de qui sait qu'en définitive, nous ne reviendrons pas aux traditions millénaires. Ça, c'est certain. La sortie de la tradition est beaucoup trop engagée maintenant, même si ce n'est que dans une partie de l'humanité, pour qu'on puisse imaginer un retour pur et simple aux constructions différentielles, hiérarchiques et conservatrices du passé. Autrement dit, le capitalisme l'a emporté. Le capitalisme tel que le décrivait Marx dans la citation, il l'a emporté d'ores et déjà. Il l'a emporté puisque nous savons qu'il est actuellement la seule forme réelle d'existence dans le monde contemporain de l'économie productive. Tout le reste n'est que héritage et débris. Donc il l'a emporté, et puisqu'il l'a emporté, la thèse du retour à la tradition ne fonctionnera pas. Mais d'une certaine manière, ça ne veut pas dire qu'il faille nous accommoder de cette victoire et dire que tout est bien dans le monde tel qu'il est, parce que c'est réellement, et c'est par là que j'ai commencé, un monde dans lequel l'errance, l'insuffisance inégalitaire, les disparités incomblables, l'autorité sans mesure des riches. Vous savez qu'il y a un chiffre qui a été récemment, si je puis dire, mis sur le marché, et qui raconte quand même que 162 personnes dans le monde, enfin 162 familles, disposent de ressources propres qui équivalent à celles de 3 milliards d'autres. Alors ça, c'est quand même une pathologie. C'est pas vrai qu'un monde puisse longtemps s'accommoder de choses pareilles. Hein? C'est une aristocratie bien plus resserrée que toutes celles qui ont été connues avant. Ça représente un pourcentage infime de l'humanité qui dispose, dans sa richesse propre, de ressources équivalentes à presque l'humanité tout entière. Et ça, c'est à l'arrière-plan de ce monde libéré, en effet, des traditions, mais qui a reconstitué par en dessous, en réalité, une sorte d'oligarchie planétaire, qui est une oligarchie planétaire dont la construction ne cesse de se resserrer, puisque, comme vous le savez, tous les jours, le capital se concentre. Tous les jours, vous apprenez, par exemple, que finalement, Darty et la FNAC, c'est la même chose. Et que Bouygues et Orange, demain, c'est la même chose, et ainsi de suite. Ce qui veut dire une capitalisation resserrée sur des pôles de plus en plus restreints, de plus en plus minces, et de sorte. Et ça, c'est une logique financière sans limite,
Après tout, l'unité de Darty et de la FNAC, c'est l'unité du frigidaire et du livre, ce qui, du point de vue des objets, n'a pas de pertinence flagrante. Vous n'allez pas ranger vos livres dans le frigidaire, de toute façon. Donc, c'est une opération financière. C'est une opération financière. Et cette opération est sous la loi inéluctable, décrite par Marx, et par beaucoup d'autres, d'ailleurs, y compris des libéraux, comme une loi impitoyable du monde moderne, qui est la concentration du capital. Donc je pense que nous sommes comme très souvent dans la nécessité d'inventer, de formuler une autre contradiction que celle qui nous est présentée comme dominante et qui fait au fond le profit des deux camps. Parce que finalement, d'un côté, nous avons les gestionnaires du monde tel qu'il est, de la puissance du monde occidental qui disent, vous voyez, il n'y a rien d'autre possible, puisque nos ennemis sont inacceptables, c'est des réactionnaires qui veulent revenir à la tradition, c'est des gens cruels, obscurantistes, etc., et que les gens de l'autre camp disent, vous voyez bien que vos maîtres sont en réalité les maîtres et les régents du capitalisme occidental, qui ont pillé toute la planète, etc., etc. Donc cette contradiction est très intéressante pour ces deux acteurs principaux. Mais pour l'humanité tout entière, elle est à mon avis sans intérêt et elle provoquera Alors, quelle devrait être notre contradiction? Eh bien, celle qui définirait autrement ce que doit être la sortie du monde traditionnel, qui la définirait autrement que selon la prétendue loi inéluctable de la soumission générale de toutes choses au principe du marché. C'est-à-dire quelque chose qui, en particulier, recréerait des valeurs symboliques. Parce que Marx a raison, tout a été dissous dans les eaux glacées du calcul égoïste. En définitive, les rapports réels, ce sont les rapports monétaires et financiers du point de vue de la substructure du marché. Ok. Et est-ce que c'est bien pour l'humanité tout entière? Non, on peut constater que ça ne l'est pas. Donc le problème, c'est de réintroduire là-dedans, pour que la jeunesse soit orientée et puisse vouloir la vraie vie, pour que véritablement l'humanité soit réconciliée et non pas livrée à des inégalités totalement pathologiques, pour qu'il n'y ait pas la polarité du monde occidental et puis une masse de 2 milliards de gens qui sont comptés pour rien en réalité dans le monde tel qu'il existe et qui deviennent des réfugiés errants, des espèces de nomades perpétuels à la surface de la Terre. Pour qu'il n'y ait pas tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut inventer une nouvelle symbolique. Une symbolique qui ne soit pas la symbolique traditionnelle, c'est-à-dire ce que j'appellerais une symbolique égalitaire, une symbolique non hiérarchique, mais une symbolique égalitaire qui fonctionne comme un possible territoire d'invention, de partage, de devenir adulte, d'être jeune, d'être adulte, etc., sans, ce qui n'est pas du tout nécessaire, que cette symbolique égalitaire institue des différences hiérarchiques. Nous devons inventer un monde dans lequel la symbolique reconnaisse les existences égalitaires de tout le monde, avec leurs différences intrinsèques, et sans que tout ça, que le prix payé par tout ça, soit en réalité l'apparition d'une monstrueuse oligarchie de riches et d'un paquet constitué de milliards de gens démunis, ce qui n'est quand même pas, qui est pour les fameuses libertés, un prix beaucoup trop élevé, et qui sera pathologique à long terme. Et alors c'est ça que je voulais vous dire, là. Finalement, ce que vous serez amené à faire et à penser, c'est ça. C'est très abstrait en apparence, à savoir l'idée d'opposer à la fois à la tradition et au désir d'Occident une symbolique égalitaire. C'est très abstrait, mais au fond, point par point, on voit très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, par exemple, qu'il faut inventer une présence égalitaire des hommes et des femmes dans la société qui ne soit pas réduite au fait que les femmes ont, comme les hommes, le droit de devenir banquiers. Voilà. Ce qui est le cas actuellement. Nous ne nous voilons pas les yeux. C'est aussi pour ça que le féminisme n'a pas beaucoup de réalité dans les énormes masses populaires. Parce que maintenant, il faut des quotas. Mais des quotas pourquoi? Pour être banquier, évidemment, il y aura aussi des quotas pour être policier, des quotas pour être tortionnaire, n'importe quoi. Alors bon, qu'il y ait des femmes... aujourd'hui, une revendication majeure, c'est qu'il y ait la parité dans les conseils d'administration. Mais c'est peut-être pas un bonheur énorme pour les femmes de participer à l'exploitation générale de l'humanité. À parité. On pourra dire, en tout cas, c'est plus l'affaire des hommes seuls. Mais elles n'iront pas gagner grand-chose, croyez-moi.
Même à être présidente de la République, elle ne gagne pas grand-chose, quand on voit ce que c'est. Quand on voit ce que c'est. Alors je dis ça pour dire que, oui, la question de la différence et de l'égalité des femmes et des hommes dans la société est une grande question de la modernité. Oui, nous ne reviendrons pas naturellement à la hiérarchie traditionnelle, mais on n'a pas vraiment libéré cette différence. On a simplement dit qu'il faut que les femmes puissent faire ce que font les hommes. Et une grande philosophe femme, Hannah Arendt, avait déjà dit, il y a longtemps, « Oh là là, il y a bien des choses que les femmes devraient se garder de faire. » Et ça, je crois que c'est absolument sage. C'est absolument sage. Il n'y a pas de raison qu'elles se compromettent dans le bourbier dont les hommes sont les régents. Et je prends cet exemple, mais on pourrait en prendre des tas d'autres. Évidemment, il faudrait aussi voir sous cet angle qu'est-ce que c'est qu'une scolarité qui véhicule une symbolique égalitaire. Il faudrait peut-être revenir au vieux thème des révolutionnaires du XIXe siècle qui accordaient une grande importance au fait qu'il fallait en finir avec la division sociale du travail, qu'après tout, il n'y a pas de raison véritable pour qu'il y en ait qui passent leur vie à creuser des trous dans les rues et d'autres qui passent leur vie à toucher des dividendes, hein, que ce n'était pas une vision raisonnable de l'humanité, etc. Et pour ça, il faut avoir les moyens mentaux de se représenter ce que c'est ce que j'appelle l'invention, la création d'une vraie symbolique égalitaire, laquelle intègre dans l'égalité les différences et ne les sanctionne pas de façon sournoise comme étant évidemment hiérarchique au niveau qui est le seul reconnu par nos sociétés, qui est le niveau monétaire. Il n'y a que celui qui creuse un trou, en plus, il travaillera 40 heures par semaine, et en plus, il sera mal payé. C'est-à-dire qu'il fera le sale boulot, et il aura aussi, en récompense du fait qu'il fait le sale boulot, le sale paiement. Ça, c'est pas une symbolique égalitaire. Et que vous devez considérer que, finalement, l'utilité sociale de celui qui est en train de faire ce travail, elle a le droit d'être reconnue symboliquement à égalité, etc., etc. Donc il y a énormément de chantiers nouveaux qui doivent entraîner une révolution interne de ce qu'est l'égalité entre les hommes. C'est la tâche à venir, la tâche fondamentale à venir, et c'est celle à l'intérieur de laquelle les jeunes, pour revenir à eux, d'abord cesseront d'être dans l'errance qui leur est infligée à eux aussi par la hiérarchie essentiellement concurrentielle et monétaire, dans laquelle ils errent à la recherche soit d'une bonne place, soit d'une rébellion définitive. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils trouveront aussi ce que je crois, ce que je pense être la vraie vie, c'est-à-dire une vie soustraite aux horreurs discriminatoires et hiérarchiques de la tradition, mais soustraite aussi à l'indifférence neutre de la dictature monétaire, qui fait que chacun, à sa place, est évalué par son prix. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup. Bon, bah, la parole est à la salle. Il y a des questions. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Quelques questions. N'hésitez pas. Oh, bah, je vais commencer. C'est peut-être que j'ai raison de A jusqu'à Z. Bon, allez. Ah oui. Ah, voilà. C'est pas grave. Vous pensez qu'il entre le choix de jeunesse pour la vraie vie ou pour la vie de tradition de dominance monétaire, il y a une position là pour, parce que nous sommes ici dans un lycée, une position là pour la professeur de l'école. Pour le... Il y a un rôle. Ouais. Un rôle, oui. Le rôle de l'éducateur, pour apprendre sa jeunesse. Parce que Socrate était aussi une prof.
Oui. Un maître. Oui, non, mais bien sûr, c'est évident que si on appelle éducateur celui qui essaie de clarifier l'existence subjective des orientations, des tentations et des possibilités de la vie, bien sûr, ça requiert qu'il y ait des éducateurs. Des éducateurs qui, en même temps, rappelons-nous que Socrate est éducateur au sens où il se promène dans la cité en demandant aux gens qu'est-ce qu'ils pensent aussi. Hein. Donc je pense aussi que le travail dont je parlais, c'est-à-dire inventer, trouver une symbolique égalitaire, il ne se fera pas dans le strict cadre d'une éducation. Moi-même, je ne sais pas très bien ce dont il s'agit. Et là, c'est forcément en écoutant ce que les gens disent, du point de leur situation, du point de là où ils sont, qu'on peut petit à petit construire la possibilité d'une symbolique égalitaire qui fait cruellement défaut, parce que, au fond, ce qu'on appelle égalité aujourd'hui est toujours, à la fin des fins, rabattu sur la domination de l'égalité financière, qui, d'une part, est impossible pour des raisons structurales dans le capitalisme, et d'autre part, n'est pas du tout le fond de la question. Bien que, je suis moi-même bien convaincu qu'au point où nous en sommes, il vaut quand même beaucoup mieux que les femmes gagnent autant que les hommes pour le même métier, bien évidemment. Mais je sais aussi que ça n'est que le traitement de la question à l'intérieur du monde tel qu'il est. Donc, il y a une place pour l'éducateur. Et je dirais même que tout le monde peut le devenir du point de vue de sa propre expérience. C'était l'espoir de Socrate aussi. Il espérait bien que ceux avec qui il avait discuté pourraient à leur tour discuter. Une autre question, Hassan. Vous avez parlé de la jeunesse, voilà. Ils n'ont pas les moyens. La jeunesse d'aujourd'hui n'a pas le moyen. Ils sont dégoûtés même de vivre. Nous vivons un monde dont le baromètre est renversé, les gens sont sur la tête et non sur les pieds. Comment voulez-vous les regarder? Donnez-moi la réponse. Ces jeunes-là, ils n'ont pas le moyen. Comment voulez-vous qu'ils arrivent? Donc, il y a né ou acquis. Vous avez parlé d'un jeune, un jeune, il peut être une lumière, et un autre, il peut être le fond de la misère. La lumière, c'est quoi? Ce que la politesse, il est né dans la lumière. La politesse consiste à savoir garder sa place, sa impeccabilité dans la famille et la société. Ça, il est né, il peut arriver à faire quelque chose. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, elle a les bâtons dans les roues. La violence, la haine, tuer, voler. Il y a des gens qui se cachent derrière le rideau, l'islam, Allah et tout ça. C'est quoi ça? C'est un monde? Ce n'est pas un monde. Alors vous avez parlé aussi de la mort et la souffrance. Puisqu'on parle de Socrate, vous pleurez comme un âme semblable, hurlant sur la prêtresse en flamme. Pourquoi donc vivons-nous si ce n'est pour mourir? Pourquoi donc pour la vérité ai-je aimé souffrir? C'est pendant la vie que nous sommes en train de bâtir la mort. Dieu est unique. Merci. Il a essayé de résumer, ce que vous avez. J'ai entendu. Donc, ce que vous avez. Mais Hassan, c'est un poète, je le connais très bien. Non, mais c'est pour ça que je pensais que ce qui était proclamé ainsi n'appelait pas de réponse à proprement parler, sauf à dire que moi je suis sur la description initiale, je suis d'accord, mais pas sur le fait qu'elle soit présentée comme une sorte de destin. Parce que le fait qu'il y ait des jeunes qui soient violents, j'ai dit pourquoi, ça m'étonne nullement, je le sais évidemment. Mais de là à dire la jeunesse d'aujourd'hui ne peut rien, elle est violente, c'est absolument faux. C'est absolument faux. La ressource qu'il y a dans la jeunesse d'aujourd'hui est considérable au contraire.
Simplement, elle est errante parce que son point d'application lui fait défaut. C'est pas la ressource des jeunes, c'est son point d'application. C'est le fait qu'ils ne savent pas où il faut pousser, où il faut agir. C'est ça qu'ils ne savent pas. Et pour ça, en effet, ils ne le savent pas en partie parce qu'il faudrait pour cela une autre orientation, etc. Mais moi, j'ai espoir qu'ils le trouveront. Parce que justement, ils ne peuvent pas se satisfaire de la division incertaine qui est la leur, ni de l'errance, ni finalement d'être, pour les plus quelquefois les plus rêveurs, les plus dépossédés d'entre eux, poussés vers des violences incontrôlables. Donc il y a une crise de la jeunesse, et cette crise de la jeunesse, elle est le signe qu'on entre dans un nouveau monde. Moi, je la prends comme ça. Je ne la prends pas uniquement comme une crise. Parce que quand on dit qu'il y a une crise, ça peut vouloir dire soit qu'on voudrait revenir au monde ancien, dans lequel on s'apercevrait d'ailleurs qu'il y avait constamment des crises de la jeunesse aussi, mais simplement elles étaient différentes. Soit qu'on veut faire des petites réformes dans le monde tel qu'il est. Et ça, il faut aller l'expliquer aux 162 personnes qui possèdent la fortune équivalente à 3 milliards d'autres. Parce que ceux-là, ils ne se laisseront pas ôter de la place où ils sont, croyez-moi, sans de sévères convulsions. J'ai une question, moi. Pose-la. Vous avez parlé, bien sûr, des crises et de changement de monde. On passe d'un monde ancien, même archaïque, hein, un monde émancipé. Vous avez cité les figures même de ces émancipations, les formes d'émancipation pour les hommes. Donc avant, c'était le service militaire qui donnait l'émancipation, et pour les femmes, c'était les mariages. Hein. Donc on dit que la femme est émancipée. De nos jours, non, c'est pas ça. Il y a une rupture, on va dire. C'est la modernité, c'est le travail. Mais il n'y a plus d'initiateurs aussi. Donc on passe de l'âge jeune à l'âge adulte. Ou alors on appelle ça adolescence. On s'est gardé d'utiliser ce terme qu'on a laissé pour les passionnés de cette expression, qui est les psychanalystes, etc. Mais disons que vous l'avez vu sous l'angle de la poésie, Rimbaud, peut-être j'aurais pu citer même Victor Hugo, Anabase, etc. Mais tous, c'est des poètes qui citent, mentionnent les jeunes, le statut de la jeunesse, bien sûr, Socrate, hein, en philosophie, bien sûr, il a sa place. Et est-ce que vous voulez dire qu'il y a deux types de jeunes, dans ces jeunes, quel que soit dans ce monde, cet univers, ceux qui profitent d'une richesse et qui vivent, et ceux qui ne peuvent que exprimer une forme de survie. Alors qu'est-ce qui distingue pour un jeune de nos jours qui, dans cette passion immédiate, vivre de survivre? Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Mais moi, je pense, voyez-vous, que ma vision de la jeunesse, c'est que être jeune, c'est toujours, à un moment donné, expérimenter la division. C'est expérimenter qu'il y a en définitive deux orientations possibles dans le monde tel qu'il est. Et qu'on peut, beaucoup de jeunes, dans leur histoire concrète, passent de l'une à l'autre. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à un moment donné des rebelles farouches, mais vous les voyez 10 ans après, ils sont bien installés. C'est pas une histoire bizarre. Hein. Il y en a au contraire qui donnaient l'impression de pouvoir s'installer, par exemple des jeunes, y compris venant de quartiers démunis, qui passaient le bac, etc., et qui néanmoins, on les retrouve après djihadistes en Syrie, et éventuellement meurtriers. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ceci ne s'explique que parce que, d'une certaine manière, les deux orientations sont subjectivement mêlées, et que c'est ça être jeune. C'est ça être jeune. Parce que être jeune, c'est commencer. Et quand vous commencez, vous devez nécessairement faire un certain nombre de choix inéluctables. Parce que le temps passe. Alors, c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui que le temps passe, mais qu'on peut rester jeune quand même. C'est-à-dire qu'on peut être adolescent, c'est-à-dire dans la période de l'incertitude pendant très longtemps. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait deux espèces de jeunes. C'est ça que je veux dire. Il y a des orientations différentes. Être jeune, c'est être en proie à ces orientations. Naturellement, en définitive, il peut y avoir des actes qui manifestent qu'on est plutôt dans l'une que dans l'autre. Mais en fait, c'est cette mixture. Et
et aujourd'hui, il n'y a plus de barrage défini. C'est vrai que les sociétés traditionnelles, il y avait des initiations, il y avait des seuils. C'est vrai qu'une femme passait de l'état de jeune vierge à l'état de femme mariée. Et c'est vrai que les jeunes, il y avait avant le service militaire et après. Voilà. Avant, on pouvait glander, après, on fondait une famille. Bon, ça c'est défait. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est bien que ce soit défait. C'est la modernité. C'est une chose qui a commencé il y a plusieurs siècles, et qui a défait petit à petit tout cet ensemble de délimitation, d'initiation, etc. Et ça, c'est le premier aspect des choses. Le deuxième aspect des choses, c'est que, je dis, en un certain sens, ça crée un vide. C'est pas vrai que ça crée une nouvelle signification pour l'existence. Ça crée une errance, un vide, une incertitude, et la division continue à exister jusque très tard, peut-être toujours, peut-être que bientôt on mourra jeune, tout le monde. Parce qu'on créera des start-up à 80 ans. Non mais je caricature, mais vous voyez bien, c'est pour saisir le problème tel que je le vois. Et ça signifie que le monde est dans une période de réorganisation, non seulement de son être matériel, de sa substructure, etc., mais de l'organisation symbolique à travers laquelle l'humanité se représente elle-même. Et elle s'est jusqu'ici représentée toujours à travers des différences hiérarchiques. Les Occidentaux se considéraient comme supérieurs aux Noirs et les réduisaient en esclavage. À l'intérieur des sociétés primitives, il y avait aussi des hiérarchies très strictes. Le rapport des hommes et des femmes était un rapport hiérarchique, le rapport des vieux et des jeunes aussi, etc. Donc l'humanité s'est toujours représentée à travers des différences qui étaient en même temps des hiérarchies. Ce que je dis, c'est que le défi auquel, pour l'instant, le capitalisme nous soumet, mais il ne sera pas éternel, c'est qu'en réalité, c'est d'inventer la possibilité que des différences soient égalitaires. Parce que ce que nous voyons, c'est que s'il n'y a pas un régime symbolique fort de différences égalitaires, c'est-à-dire de gens différents, comme les hommes et les femmes, dont la différence fonctionne et est créatrice à l'intérieur d'une égalité effective, et pas à l'intérieur du fait que tout le monde est pareil et fait la même chose, s'il n'y a pas ça, eh bien, nous stagnerons dans la... Or cela, cette différence, cette symbolique de la différence égalitaire, cet univers symbolique de la différence égalitaire, il est à inventer. Et il est à inventer pour que nous sortions de l'opposition entre la valorisation unilatérale du monde tel qu'il est, parce que ce monde, en réalité, recrée, lui, des différences clandestinement hiérarchiques. Hein? C'est-à-dire que nos maîtres font semblant d'être comme nous. C'est ça. Parce que nos maîtres, aujourd'hui, c'est les gens qui sont riches, c'est tout. C'est les gagnants. C'est les gagnants de la concurrence. C'est les gagnants de la compétition. Et ils sont quand même les maîtres de la société. Mais à la différence du vieux monde, ils ne sont pas traités comme des rois, comme des prêtres, comme des ça. Ils peuvent dire, ah ben non, ben, j'ai été meilleur que les autres, quoi, voilà. J'ai été meilleur que les autres, donc je mérite. C'est comme l'histoire des parachutes dorés des dirigeants d'entreprise, ça. Le gars, lui, il est licencié, on lui donne 14 millions. La prime. Ben oui. Mais enfin, le gars de Goodyear qui est licencié et qui proteste en séquestrant le patron pendant une journée, lui, on lui donne 9 mois de prison. C'est une grande disproportion, tout de même. Pour la question du bonheur, justement, quand vous dites il faut inventer ce monde égalitaire, ces derniers temps, j'ai appris qu'il y avait un pays, et pourtant, on le voit sous l'angle d'autres critères, peut-être l'Occident, l'Orient, a inventé un ministère. Bon, après, il y a des paradoxes. Ça m'a fait penser au ministère de quoi? Du bonheur. Ah bah oui, c'est le ministère du bonheur. Alors, je me méfie, moi. Alors, et ça va un peu convoquer bien sûr, les écrits, notamment
l'élève de notre grand maître Socrate, hein, après tout, grand philosophe. Bon, dans sa République, donc, il a un système, hein, il le présente, les meilleurs régimes possibles, et un autre philosophe de la philosophie arabe, musulmane, Al-Farabi, avec son traité La Cité vertueuse, c'est-à-dire la cité du bonheur. Comment acquérir une cité du bonheur ou rendre le bonheur possible, hein, les conditions de possibilité du bonheur. Et est-ce que quand vous dites inventer une société égalitaire, ça veut dire établir un lien entre vivre pour la jeunesse et aussi motiver ce déploiement pour bien vivre pour les jeunes par un objectif qui est le bonheur. C'est-à-dire, comment est-ce que le bonheur peut être un souci pour ou doit faire partie d'un programme, ou alors c'est subjectif? Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que ce que peut faire une société, c'est uniquement de créer les conditions maximales de la créativité dont chacun est capable. Moi, c'est ce que je pense. L'histoire de l'humanité, il faut bien le voir jusqu'à présent, quelles qu'aient été les grandes œuvres de l'humanité, c'est à mon avis l'histoire d'un gaspillage invraisemblable. Quand on voit en réalité les capacités subjectives qu'une égalité aurait permis de constater, de déployer, et qui ont été brimées, cassées, rendues impossibles par les différences hiérarchiques, c'est un gaspillage inouï. Le principal gaspillage de l'histoire de l'humanité, c'est l'humanité elle-même. Parce qu'en définitive, quand on crée un contexte favorable, on s'aperçoit tout de suite que les possibilités de quiconque est dans ce contexte sont bien supérieures à celles de ce qu'on pouvait imaginer hors de ce contexte. C'est ce que tous les grands réformateurs pédagogiques, etc., ont toujours affirmé et constaté. Moi-même, j'ai été élève en 6e, 5e, 4e des classes que dans l'élan de la libération après la dernière guerre mondiale, on appelait les classes nouvelles. Je peux aujourd'hui constater que tous mes amis qui sont sortis de ces classes ont manifesté une indépendance, une créativité, sans commune mesure avec ce qui se passait quand on était dans un établissement différent. Ça n'a pas l'ombre d'un doute. Alors on peut dire point par point pourquoi, mais enfin c'était comme ça. Et donc, il y a deux choses. Il y a le fait que ça ne s'est pas continué, que ça s'est arrêté, qu'on est revenu au bon vieux machin, etc., etc. Ça, c'est une chose. Mais ce que j'en ai retenu, moi, c'est que c'est possible, voilà. Et que surtout, j'en ai retenu que le fait que ça ne soit pas fait organise l'humanité comme une machine à rendement minable. Voilà. C'est ça que je dirais de l'humanité actuelle et depuis le début. C'est une machine à rendement extraordinairement faible par rapport aux potentialités qui sont les siennes. Parce que quand on se pense qu'un seul cerveau, c'est déjà une machine absolument stupéfiante, des milliards de cerveaux, ça devrait fabriquer des choses stupéfiantes. Alors on dira, on a déjà fait pas mal de choses. C'est rien du tout par rapport à ce que ça devrait être, et de ce que ça devrait être au niveau, y compris de la créativité personnelle de chacun dans la construction qu'il fait de sa propre vie. Et vous direz, là je suis en plein en communisme utopique, hein, mais ça a des fondements réels. Ça a des fondements réels. L'idée que l'humanité est un gaspillage gigantesque, ça je crois qu'on peut le démontrer. Plus la science avance dans l'investigation de ce qu'est la machine humaine, et là je la prends aussi comme une machine, plus on s'aperçoit que c'est inouï. Le moindre animal humain est une extraordinaire merveille. C'est ça. Et enfin, qu'est-ce qui advient dans un monde où, en réalité, c'est à peu près le calcul que font les économistes aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes qui comptent pour rien. C'est-à-dire, s'ils disparaissaient d'un jour à l'autre, le monde tel qu'il est s'en apercevrait pas. Bon, on ne va pas me faire croire que dans ces 2 milliards de gens, il n'y a pas un nombre considérable de génies extraordinaires, d'inventeurs, d'artistes, de tout ce qu'on veut. C'est pas vrai, c'est sûrement vrai. Donc, c'est du gâchis. Et nos gens si soucieux de rentabilité, de productivité, de compétitivité, on devrait plutôt leur dire, ça fait entendu, mais vous organisez, vous, un gaspillage de base, à savoir un gaspillage de créativité humaine absolument immense. Quand vous tolérez, tout simplement, que ça soit comme ça. Et quand vous tolérez que des richesses qui devraient être, grosso modo, soyons pas stricts, mais grosso modo réparties à peu près égalitairement, sont concentrées dans les mains de 164 personnes, dont
nous n'avons pas la liste nominale, pas des 164 personnes. Mais je doute fort qu'aucune d'entre elles soit particulièrement remarquable. Sauf pour ce qui est de tromper les autres, de leur marcher dessus, etc. Vertu contestable. Par rapport à la recherche du réel, vous m'avez... Ah, allez-y. C'est juste parce que vous avez parlé de Socrate, en fait. Et donc, en lisant l'apologie de Socrate, non, on a l'impression, en fait, que Socrate, bon, il a condamné à mort, mais on a l'impression que dans la police, il a une force sans violence. En fait, on n'a pas l'impression d'avoir en violence. Contre Socrate, on dit, bon, c'est clair que la police a des raisons. Socrate, bon, il a choisi de mourir. En fait, on a un peu l'impression, Platon il nous donne cette impression, non? Mais aujourd'hui, ce qui passe, parce que j'ai vu un ici qui disait sur la jeunesse et la violence, quand on voit, par exemple, ce qui est arrivé en Syrie après les attentats ici de Paris, on a plutôt l'impression qu'on a un État qui utilise une violence sans force, en fait. On a une inversion, en fait, même de la présentation, donc on voit juste de la violence, des bombes, sans aucune force, sans aucune, je ne sais pas comment dire, sans même avoir la nécessité de convaincre personne, en fait. Ce sont des actes de violence, sans aucune éducation, sans aucune pédagogie. Même la pédagogie de la catastrophe, on avait appris à comprendre la pédagogie de la jatonique, non? Bon, parce que ça peut arriver, donc il faut vraiment se comporter, je sais pas, se porter bien. Mais aujourd'hui, c'est pas même cette fiction atomique c'est plutôt qu'il y a des actes. Donc pour la jeunesse, moi je me demande comment c'est possible de suivre quelque chose qui n'a pas même de force, même l'État, même la pédagogie nationale, l'identitaire, tout ça, n'a pas même la force, c'est juste qu'il y a un certain degré de violence, et ça bien sûr assez reconnaissable, mais c'est pour ça que je pense que la réponse à ça, ça peut être seulement en violence, comme les violences qu'on a vues, je sais pas, dans les banlieues parisiennes, parce que vraiment, c'est pas un discours que l'État fait, c'est juste... Oui, mais je suis absolument de votre avis, mais on n'est pas obligé de se rallier à l'État, ni même de penser que c'est du côté de l'État qu'il faut se tourner aujourd'hui. Mais justement, par conséquent, vous avez raison de dire que l'État représente d'une certaine façon l'État et le contre-État, enfin les deux, représentent tous les deux une espèce de violence finalement arbitraire et presque informe comme ça. Je comprends bien ce que vous dites quand vous dites que c'est une violence sans force. Mais ça, c'est l'état des choses. Parce que, en réalité, les États ne sont pas la donnée principale de la situation aujourd'hui. C'est ça le point. Les États, ils sont chargés de maintenir l'ordre dans leur coin. Voilà. Mais Marx déjà disait que les États étaient des fondés de pouvoir du capital. Ils sont des fondés de pouvoir du capital, les États. C'est évident. C'est pour ça qu'ils sont intrinsèquement faibles. Il n'y a qu'à voir le nôtre, notre président. Il a fait campagne en disant « mes ennemis, c'est la finance ». Et puis, une fois au pouvoir, il a vu que quand on est au pouvoir, on ne peut pas avoir la finance comme ennemi, c'est tout. Voilà. C'est pas possible. Parce que l'État est l'État de la régulation de la finance elle-même. Donc, la jeunesse est aussi en proie à ça, au fait que ce qui se donne comme pouvoir semble à la fois despotique et faible, finalement. C'est-à-dire, à la fois, il installe l'état d'urgence, etc., mais en même temps, on a l'impression qu'il n'atteint aucun des objectifs pour lesquels il s'est prononcé. Donc toute force aujourd'hui doit être réinventée, ça je pense. Toute force doit être réinventée. Et c'est pas simplement... on n'a pas simplement à choisir dans les différentes forces qui se présentent. Non. Toute force doit être réinventée. Elle doit être réinventée sous la discipline possible d'une symbolique égalitaire et travailler dans les différents liaisons. Les éducateurs, il faut qu'ils aillent comme Socrate. S'il y en a, il faut qu'ils aillent se trimballer dans le monde, quoi. Et dans le monde aujourd'hui, ça veut dire quand même un monde massivement composé de démunis. Oui. Oui. Ben, vous voyez bien, pour prendre analogiquement, lorsque
lorsque une société ancienne, traditionnelle, organisait ses différences hiérarchiques, elle justifiait toujours cela par un discours disant que c'était ça qui mettait les choses à leur place, que c'était ça qui créait la cohérence de la société. C'est cette vision générale, justificatrice de ce qu'on fait ou de comment on organise les choses, que j'appelle une symbolique. Alors cette symbolique, dans les sociétés traditionnelles, était généralement aussi appuyée sur un discours religieux. Mais ça ne se résumait pas dans le discours religieux. Le discours religieux était une espèce de configuration très générale à l'intérieur de laquelle toutes sortes d'impératifs hiérarchiques et différentiels venaient se situer. Alors, par une symbolique égalitaire, je signifie l'invention, la création d'une représentation générale de ce que peut être la collectivité humaine qui justifie que la norme soit que les différences doivent être reconnues dans l'élément de l'égalité. Voilà. Et ça, vous comprenez, il faut que ça prenne la force d'une alternative, soit à l'ordre symbolique traditionnel d'un côté, soit à la désymbolisation capitaliste, parce que le capitalisme ne crée aucun discours justificatif de lui-même. Hein. Ça, c'est très frappant. D'ailleurs, pour trouver quelqu'un qui défend absolument le capitalisme, c'est assez difficile. Même les capitalistes eux-mêmes ne disent pas que c'est formidable. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont plus besoin de dire que c'est formidable. C'est ça qui est très intéressant. Ils se contentent de dire qu'il n'y a rien d'autre. C'est un moindre mal. Voilà, exactement. C'est comme la démocratie. D'ailleurs, Churchill l'avait déjà dit. Churchill avait dit, c'est très mauvais, sauf que c'est mieux que le reste. Oui. Moins pire. Et le discours du capitalisme n'est donc pas, à proprement parler, un discours symbolique au sens où il se revendiquerait d'être le meilleur. Il se revendique uniquement, négativement, d'être le seul possible. Alors j'appelle un discours symbolique un discours qui, quand même, propose des justifications, des valeurs universelles et des positivités concernant ce que je crois être comme la tâche de l'humanité au stade actuel de son évolution, c'est-à-dire de lutter contre le gaspillage incroyable qu'elle fait de sa propre composition, et par conséquent de tenter de couler l'existence collective dans la figure de quelque chose qui maintient les différences au régime de l'égalité. Ça, je ne vois pas d'autres... Si c'est pas ça, ça sera la résignation, en fait, à la sortie capitaliste de la tradition, qui domine aujourd'hui en Occident, et qui l'emportera parce que le capitalisme est mondialisé, donc c'est lui qui va entraîner la machine. Il finira par venir à bout des traditions après avoir beaucoup trafiqué, collaboré avec elles, quand ça l'arrange. Les gens iront dans ce sens-là. Mais ce sens-là se continuera, d'une part, le gaspillage, et d'autre part, le fait qu'il est intrinsèquement violent. Parce qu'il est violent que des gens soient maintenus dans l'état misérable, dans la dépréciation sociale, dans le fait que leur différence est finalement traitée pour rien, etc. C'est intolérable. Et donc, l'oppression libérée que le capitalisme propose est en train de corrompre le mot même de liberté. Parce que si la liberté, ça veut dire ça, c'est quand même une compréhension complètement corrompue de la notion de liberté. Parce qu'en réalité, entre nous, la liberté sans l'égalité, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, pour faire une passerelle, peut-être établir une passerelle entre ce que vous avez dit hier. Une passerelle vers quoi? Ce que vous avez dit hier. Hier, c'est-à-dire il y a moins de 24 heures. Quand vous proposez, ou vous critiquez, ou en même temps vous proposez une autre alternative. Vivre et jouir sans idée, vous avez dit hier soir. Je me rappelle très bien. C'est très bien. Voilà. Et alors, j'établis ce lien avec ce que vous dites aussi à la recherche du réel perdu. Quand vous mentionnez un passage de Pasolini, revenant sur l'œuvre de Gramsci, je me rappelle très bien quand vous distinguez entre vivre et survivre, quand vous dites que vivre, c'est parce que il y a bien sûr la préscience et
et l'excellence de vivre, survivre, c'est parce que vivre, c'est réaliser ses rêves. Or, survivre, ce n'est pas ça. Donc, comment rendre possible, par l'idée, ce que vous avez parlé, l'idée, est-ce que le bonheur exige vivre selon une idée? Absolument, absolument. Ça, c'est ce dont je suis convaincu. Pour être heureux, il faut avoir au moins une idée. Voilà. C'est-à-dire ne pas vivre et jouir et faire parce qu'on sait très bien que si être heureux n'est pas défini par le fait que ce bonheur est intérieur à une représentation, y compris collective, qu'on se fait de l'humanité tout entière, ça veut dire que c'est le bonheur de moi, et ça veut dire qu'en réalité, on est soit dans l'idée de la jouissance immédiate ou de la rébellion nihiliste, soit dans l'idée de devenir un des profiteurs de la société comme elle est. Et dans les deux cas, on sera en réalité dans une figure de violence et de mort à la fin des fins. Ce qui peut parer à ça, c'est justement de lier son destin personnel à quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, touche à la symbolique égalitaire. La symbolique égalitaire, on peut l'appeler une idée si on veut, puisqu'elle n'existe pas pour l'instant. Mais au moins faut-il en avoir l'idée, la conviction. Et moi, je crois qu'on peut le voir, on peut le démontrer. On peut montrer que, y compris dans une expérience aussi commune, ordinaire que l'amour, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans l'amour? Eh bien, dans l'amour, je regrette, l'amour ne se maintient, ne se module, ne se continue que parce qu'il est soutenu chez les deux par une idée de l'amour. Désintéressé, comme vous le citez, dont absolument, absolument. Sans calcul. C'est-à-dire la possibilité de considérer qu'on va accepter un autre absolument. Et accepter un autre absolument dans votre propre vie, dans l'immanence à votre propre vie, ça suppose que vous ayez déjà un embryon d'idée de ce que c'est qu'une différence égalitaire. L'autre est absolument différent de vous, mais dans l'amour, vous ne pouvez pas vous empêcher de considérer que l'acceptation de ce qu'il est finit par faire partie de votre propre existence. Finalement, Platon, il a raison. Mais il a toujours raison. Mais surtout, c'est pas l'amour platonique. C'est pour ça que le terrible adversaire de l'amour, par exemple, c'est la jalousie. Parce que la jalousie réintroduit en réalité la figure de la propriété privée à l'intérieur de l'amour, et que le jaloux est obsédé, non pas par l'existence de l'autre, mais par l'existence d'un autre encore, qui serait l'autre de l'autre. Voilà. Et le jaloux, il s'intéresse plus à l'autre de l'autre qu'à l'autre, en fait. Il est tout le temps en train de chercher où est l'autre de l'autre. Hein? Où est-il, cet autre de l'autre? Que je lui fasse son affaire. Hein? Et donc, il devient agressif. Et pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans la symbolique égalitaire. En réalité, il est devenu le possesseur d'un objet. D'ailleurs, Rimbaud, il a dit, la scène de deux, là, c'est l'amour... Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est pour ça que l'amour doit être réinventé, d'ailleurs, comme il le dit, l'amour doit être réinventé en dehors de toute symbolique. C'est pour ça que, vous savez, le grand mot d'ordre marxiste, Marx dit dans le manifeste, finalement, mon affaire, ça se résume en une seule phrase, abolition de la propriété privée. On se dit abolition de la propriété privée, bon, on sait très bien que c'est très compliqué, etc., etc. Mais il veut dire quelque chose de très profond, c'est qu'en tout cas, votre représentation du monde, votre rapport aux autres, etc., ne doit pas être sous la loi de la propriété privée. Ça veut dire ça, c'est aussi un mot d'ordre subjectif, l'abolition de la propriété privée. C'est pas simplement l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait 164 personnes qui possèdent les trois quarts des biens terrestres. Oui, ça, il ne faut sûrement pas, d'accord. Mais ça veut aussi dire qu'il ne faut pas que votre vie soit sous la loi de la propriété privée, c'est-à-dire sous la loi de votre propre intérêt. Je pense qu'il va falloir arrêter. Voilà. Bon, on reste... on finit avec l'amour, voilà. Merci beaucoup Alain Badiou. Merci à vous tous. Merci à vous tous.